Donc on va passer la parole à Christine Lelévrier. Bonjour, Christine qui est chercheuse au sein du Lab Urba et qui est professeure à l'école d'urbanisme de Paris, qui a beaucoup travaillé autour des mobilités résidentielles et de la ségrégation au travers d'analyses plutôt qualitatives. Donc on va laisser la parole Mais à Christine Lelévrier. merci. Alors, je ne sais pas si je peux, parce que ma présentation, si je peux moi-même bouger dessus, il faudrait que je sois partagée. Alors là, on voit votre document. Donc Oui, mais C'est moi j'en ai normalement, qui je le pas. peux partage vous... du coup. Oui. Ah, c'est d'accord, c'est Maximilien qui partage. Bah, sinon, tu me dis quand il faut changer, ce sera pas très pratique. Je suis désolé, mais Si tu partages, ça ne va pas? Bon, je suis désolée. si là, normalement, on le voit Ok, d'accord. ton PowerPoint. Ouais, ça va être un peu compliqué si je n'arrive pas moi-même bouger les choses. Bon, alors mon intervention va être un petit peu décalée par rapport aux précédentes, hein, puisque moi, je n'ai pas vraiment, enfin, j'ai fait il y a quelques années des travaux quantitatifs, mais je vais plutôt évoquer les dimensions qualitatives de l'approche des mobilités par les trajectoires. Donc là, tu peux bouger la diapositive, ça va être un petit peu compliqué de faire ça. Voilà, encore. Oui, bon, alors rapidement, je voulais revenir sur quelques éléments du cadre de l'action, mais je vais être vraiment rapide parce qu'on a déjà évoqué pas mal de choses. Hein. Quel est l'intérêt d'une approche en termes de trajectoire? Bon, je vais revenir sur la dimension recherche. C'est aussi de montrer, et on l'a vu un petit peu déjà tout à l'heure, la diversité sociale autrement que par uniquement une approche en termes de catégories socio-professionnelles, et puis d'essayer de comprendre, c'est ça qui, moi, m'a plutôt amené à travailler là-dessus, les effets sociaux de l'action, en l'occurrence politique de la ville, renouvellement urbain en particulier, du point de vue des habitants et de leur expérience longue. Et comme plusieurs l'ont évoqué, c'est aussi évidemment une manière de comprendre les dynamiques de peuplement, mais faire avec, ça peut permettre d'anticiper. Et puis, il y a un véritable enjeu du côté de l'évaluation de la politique de la ville. Hugo Botton le rappelait tout à l'heure, qui est vraiment aussi l'apport que les mobilités peuvent essayer sur lesquels les mobilités peuvent essayer d'apporter des compléments. Voilà, tu peux avancer. Ça va être très rapide au départ. Je voulais juste, en disant quelques mots là-dessus, souligner une espèce de paradoxe un peu, c'est que finalement, on n'a pas grand-chose, et on l'a vu, hein, c'est très difficile d'avoir des données sur les mobilités. Alors, dès qu'on est sur les quartiers politiques de la ville ou sur les quartiers en rue, c'est encore plus difficile. Bon, il y a des questions d'échelle, mais pas seulement. Alors que si on regarde un peu la politique menée, les mobilités résidentielles et les trajectoires sont finalement au cœur de cette politique. C'est une manière de légitimer la politique de mixité sociale, c'est bien de considérer que la concentration de la pauvreté aurait des effets négatifs sur les trajectoires sociales. Bon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est un peu le postulat. On a une action territoriale qui repose complètement sur une maîtrise qui reste supposée des trajectoires pour faire du peuplement, refaire du peuplement. J'ai mis là toute une série de choses qui ne sont pas d'ailleurs uniquement liées à la politique en rue, mais faire venir des classes moyennes, des salariés, des propriétaires, des petits ménages. Si on regarde ce qui est dit en ce moment du côté des politiques du logement, mais c'est la même chose, on va limiter la part des DALO dans les QPV, on va faire sortir du logement social les ménages concernés par le surloyer. Donc il y a toute une série d'actions qui reposent sur l'idée que les ménages vont bouger. Et puis évidemment les politiques de l'ANRU sur lesquelles je vais un petit peu plus revenir, le reste étant des choses qu'on a déjà dites, on peut passer à la suivante. Alors là, ce que je voulais juste dire, c'est que dans le cadre de la rénovation urbaine, bon, il y a eu beaucoup de débats évidemment autour des conséquences des démolitions et notamment de la dimension déplacement, délogement, relogement. Et petit à petit, l'Agence nationale de rénovation urbaine a mis les parcours résidentiels comme étant un objectif qui serait finalement positif et qui pourrait être atteint à travers à la fois les relogements et puis
les nouveaux arrivants et la manière dont on pourrait répondre à des souhaits de parcours résidentiel par cette production de logements privés dans les quartiers politiques de la ville. Et on voit bien que le terme de parcours, dans le cadre de l'action, il est vraiment cantonné à l'étape avant et après la démolition, ce qui est une partie de la trajectoire et pas toute la trajectoire, je vais revenir là-dessus. Et puis, deuxième élément autour des politiques, c'est que le saut qualitatif du logement, ou autrement dit, ce qui va faire que le parcours va être jugé positif, promotionnel ou pas, tient beaucoup aux conditions de logement. Et les données qui sont disponibles sont des données finalement sur l'évolution de la taille, l'évolution de la localisation, on a un peu parlé tout à l'heure, et puis l'accès au neuf qui est considéré comme étant un élément positif. Et évidemment, le passage de la location à l'accession qui reste aussi de manière plus ou moins formalisée l'étape importante et promotionnelle, qui resterait l'étape importante et promotionnelle de la trajectoire. Alors ça, c'est la manière dont l'ANRU formalise les choses. Si on avance un petit peu, Maximilien, merci. Donc moi, je vais pas utiliser le terme de parcours pour cette raison-là, c'est-à-dire pour prendre en compte plutôt ce que j'ai fait dans mes travaux, c'est-à-dire une dimension beaucoup plus longue. Et l'idée que si on prend l'ensemble des séquences résidentielles qui s'enchaînent au cours de la vie d'un ménage, eh bien, on va regarder le sens que peut prendre cette trajectoire ou les sens que peut prendre cette trajectoire et ce que peuvent signifier ces déménagements dans une histoire beaucoup plus longue. Et alors, certains chercheurs ont utilisé des critères objectifs qui sont l'amélioration ou pas des conditions de logement et le changement d'environnement social. Là, moi, je vais plutôt me centrer sur les perceptions, les expériences. On a dit tout à l'heure quels étaient les apports et les limites des données quantitatives. On voit bien qu'à un moment donné, les motivations, les raisons, les explications, on va les trouver plutôt du côté du qualitatif que du quantitatif. Et surtout, celles qui vont être données par les ménages eux-mêmes, par les personnes elles-mêmes, et qui peuvent être comprises du côté des personnes. Et évidemment, le fait que la mobilité soit un choix ou une contrainte va être un élément extrêmement important. Alors, on sait aussi que les trajectoires résidentielles, elles sont liées à des événements de vie. On a parlé pendant très longtemps en démographie et dans l'habitat de cycle de vie. On sait aujourd'hui que les choses sont beaucoup plus compliquées et qu'il y a beaucoup de bifurcations qui peuvent expliquer aussi l'intensité ou pas des mobilités dans les trajectoires des ménages. Et puis, ce qui est donc, moi, j'ai mis en relation, j'ai essayé en tout cas de mettre en relation en permanence les trajectoires résidentielles avec ces événements de la vie. Et puis, ce qui m'intéressait plus particulièrement, c'est ce qui m'intéresse toujours, c'est de revenir sur l'idée qu'il y a des gens qui ne font que passer et des gens qui restent, et que, en fonction, cette fois du côté des ménages, en fonction du fait de rester ou de ne faire que passer par ces quartiers, eh bien, on ne va pas avoir le même avis et la même façon de vivre le rapport au quartier et le rapport au voisinage. Et donc, voilà, c'est une manière d'éclairer l'action. Je vais passer assez vite. Alors, j'ai mis là un peu les recherches que j'ai menées. Alors, ça peut paraître patchwork, puisque finalement, j'ai mené à peu près régulièrement des entretiens qualitatifs, des vagues d'entretiens qualitatifs, d'abord auprès des relogés, donc c'est vraiment les mobilités résidentielles liées au programme national de rénovation urbaine, et puis ensuite auprès des nouveaux arrivants dans Paris et dans des quartiers de banlieue. Et je continue un peu maintenant de manière plus réduite, mais en travaillant sur le quartier des Mureaux. Et alors, évidemment, ça n'a pas du tout la même portée, la même solidité que tout ce que vous avez présenté.
Moi, je pense que, comme beaucoup d'entre nous, sans doute, qu'il y a simplement une complémentarité, qu'il n'y a pas d'un côté les méthodes quantitatives et de l'autre les méthodes qualitatives, mais qu'on ne cherche pas et qu'on ne montre pas tout à fait la même chose, mais que les deux peuvent vraiment de manière très, très pertinente s'articuler. Et bon, ce qui donne peut-être une régularité à ça, c'est que j'ai eu à chaque fois la même approche, le même guide d'entretien, et cette volonté de reconstituer la trajectoire résidentielle depuis le premier logement autonome. Alors, évidemment, ce n'est pas simple, ce n'est pas plus simple d'une certaine manière que de faire du quantitatif, hein. Mais bon, il y a une partie des limites, je vais revenir sur les limites, il y a des limites qui sont liées à tout ce qui peut être fait en entretien qualitatif, donc je ne vais pas y revenir. Mais il y a des limites aussi, peut-être, d'accès aux personnes, hein. Donc, moi, tous les travaux que j'ai faits ont été en lien avec les partenaires locaux. Je crois qu'on peut difficilement le faire sans cela. Des communes ou des bailleurs qui sont intéressés et qui donnent un accès par les gardiens ou par... bon, et avec en plus les résidences qui sont de plus en plus fermées, faire des enquêtes auprès des nouveaux propriétaires devient de plus en plus compliqué en porte-à-porte. Donc voilà, et puis après, c'est une méthode qui peut être une méthode de sampling où on va de personnes interrogées à personnes interrogées en essayant de faire varier les choses. Et évidemment, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que les inconvénients, vous les imaginez assez bien, c'est qu'il peut y avoir des biais méthodologiques, hein. Évidemment, on a accès, et on ne le mesure pas forcément toujours d'ailleurs, mais on a surtout accès à des ménages qui acceptent de répondre, qui parfois sont proches des collectivités en question ou des bailleurs en question parce que c'est plus facile. Bon, et puis une autre difficulté peut-être, c'est de reconstituer cette trajectoire et de faire reconstituer la trajectoire par les habitants interrogés qui ne se souviennent pas forcément de manière précise des déménagements s'ils en ont eu beaucoup. Bon, donc là, on fait au maximum, on essaye au maximum, en les faisant raconter leur vie, de comprendre ces trajectoires. Mais peut-être que l'autre difficulté, enfin l'autre atout, pardon, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est qu'on est bien là sur l'échelle fine, l'étude locale, micro-locale, et que ne permettent pas les données quantitatives. Et puis, on peut comprendre la question du choix et des motivations. Alors, on peut passer, moi je vais vous montrer quelques éléments de résultats et qui ouvrent sur des questions aussi, hein. Donc, quand on regarde, enfin moi quand j'ai regardé les trajectoires, ce qui m'intéressait, ce n'était pas seulement les effets de l'action sur les trajectoires, mais c'était aussi de comprendre comment les trajectoires antérieures pouvaient éclairer ce qui se passe après, et influencer notamment l'expérience du relogement, ce qui est une autre manière de renverser un peu l'apport des mobilités. Donc tu peux avancer. Alors, à partir de la première vague de 130 entretiens que nous avions faits auprès des relogés, ressortaient quel que soit le quartier, finalement, des typologies de trajectoires assez semblables, avec beaucoup de recoupements qui permettraient d'esquisser des typologies qui d'ailleurs rejoignaient des typologies qui avaient été faites sur les habitants des quartiers par certains sociologues dans les années 80 et 90. Bon, on trouvait parmi les relogés des vieilles familles ouvrières stabilisées, c'est-à-dire ce qu'on peut appeler les anciens, qui sont des retraités et qui sont arrivés dans les années 65, entre 65 et 75, parmi lesquels on trouve des gens du Nord, des populations d'Afrique du Nord de la France et d'Afrique du Nord, et qui sont arrivés dans le quartier au début de leur trajectoire. Et donc, ce que ça permet aussi de montrer, c'est à quel moment se situe dans la trajectoire le relogement, le déménagement contraint, donc ce relogement. Et évidemment, il ne va pas du tout prendre le même sens si on est au début de la trajectoire, en milieu de la trajectoire ou en fin de trajectoire résidentielle. Donc, pour ces familles-là, l'arrivée a été une très forte amélioration, hein, si on regarde cela en termes de trajectoire. Et finalement,
elles se sont ancrées dans ces quartiers, et la rénovation est un plus parce qu'elle ouvre finalement des possibilités de se relocaliser ailleurs. Elle va être plus difficile pour les personnes très âgées qui sont seules et qui vont, elles, avoir du mal à bouger, mais les ménages qui sont dans cette situation ont aussi noué des relations avec les acteurs locaux qui leur permettent de négocier leur relogement. Je vais revenir tout à l'heure là-dessus. Bon, deuxième type, ce sont les familles beaucoup plus vulnérables qui n'ont pas de choix résidentiel du tout, qui n'ont pas eu de choix résidentiel, qui ne sont arrivés là, qui arrivent là plutôt au milieu ou fin de trajectoire résidentielle, qui ont eu du mal à accéder au logement social et pour lesquels la rénovation ne va pas forcément changer grand-chose. De toute façon, elles n'ont absolument pas de marge de manœuvre dans ce relogement. Et puis, il y a des petits ménages actifs qui sont plutôt des jeunes qui vont avoir au contraire un rapport au quartier de mobile et qui vont pouvoir accéder au logement social. Alors, je vais passer à l'autre parce que je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Mais ce que ça permet de montrer, c'est comment, en fonction de leur trajectoire, ils ont pu ou pas, quel type de ressources, quel type de réseau ils ont pu mobiliser, quelles sont leurs priorités du point de vue du relogement et finalement, qu'est-ce que cela donne en termes de relogement, les effets sur leur trajectoire résidentielle. Et on voit bien que les premiers, en fait, leur priorité, ça va être de rester dans le quartier, mais de choisir son voisinage. Donc, si on regarde la mobilité du point de vue quantitatif, on pourrait dire ils sont restés, finalement, ça ne change pas grand-chose. On pourrait même le voir d'une façon négative. Or, en fait, c'est un choix, c'est une forme de choix. Et le choix, c'est surtout de choisir son voisinage. Et donc, ils vont chercher à se relocaliser surtout là où ils vont pouvoir avoir un voisinage qui correspond à ce qu'ils attendent, c'est-à-dire du calme. Le type 2, on va avoir des gens qui sont surtout sur l'idée de ne pas augmenter la dépense logement et le logement social et qui donc vont être plutôt sur une logique qui vont avoir peur dans le cadre du relogement de ne pas être relogés et qui ont très peu de marge de manœuvre puisque la mobilité ailleurs est très très compliquée compte tenu de leurs ressources et des difficultés auxquelles ils sont confrontés, notamment les familles endettées et les grandes familles immigrées. Et du point de vue du relogement, finalement, quand ils vont avoir un plus, c'est plutôt du côté de l'accompagnement social, mais sinon, ils vont plutôt être relogés dans les bâtiments anciens du quartier et sans retirer grand-chose du relogement. Et puis les troisièmes, ils ont beaucoup plus de ressources, ils ont des liens sociaux, ils sont plus autonomes et ils vont avoir des stratégies pour sortir de ces quartiers, ce qu'ils appellent sortir du ghetto pour leurs enfants, et ils vont vouloir améliorer leur situation de logement, et de fait, leur relogement va être beaucoup plus promotionnel, et ils vont un peu plus bénéficier de tout ce que l'ANRU considère comme le plus de la rénovation urbaine. Alors, tu peux avancer. J'en profite pour le passage de diapo pour vous dire, Madame de Lévrier, qu'il vous reste 3-4 minutes. D'accord. Bon, alors, juste une conclusion là-dessus, c'est que on voit bien que en fonction, vous avez vu, en fonction des trajectoires, l'expérience du relogement ne va pas du tout être la même. La question reste entière de ce que ce type de trajectoire de vulnérables retire dans cette politique. Et évidemment, on voit bien que ceux qui en retirent le plus ne sont pas forcément les plus défavorisés. Bon, je vais passer, vas-y, si il ne me reste pas beaucoup de temps. Juste un élément, je vais donner un exemple. Comment les trajectoires antérieures influencent aussi le choix résidentiel des nouveaux arrivants et leur rapport au quartier. Et là, tu peux passer. Je vais juste mettre en avant 2-3 éléments. Le premier, que quand on regarde d'où viennent les gens et où ils vont, quand on est donc dans la question du parcours, on peut sortir des chiffres qui montrent que finalement, les gens qui arrivent ne viennent pas des quartiers où qu'on a à peu près 15% qui viennent des quartiers. Or, en fait, quand on regarde dans la trajectoire
résidentielle antérieure longue, on s'aperçoit qu'en fait, il y a des rapports de familiarité extrêmement importants, qu'il s'agisse d'ancrage familial ou qu'il s'agisse simplement de gens qui disent « mais nous, on connaît ces quartiers parce qu'on y a vécu quand on était enfant, parce qu'on y travaille, ou on y a travaillé, ou parce qu'on y a encore de la famille, ou parce que simplement on avait déjà vécu dans des quartiers populaires, je reprends des propos, où on avait déjà vécu dans des cités, on sait ce que c'est, et donc on n'a pas de difficulté à venir dans ces quartiers parce que on ne va pas, il n'y a pas de réserve par rapport à cette question. Donc ça permet d'éclairer autrement cette question de la familiarité. Deuxième élément, si tu vas avancer un petit peu plus vite. Oui, bon, je ne vais pas avoir le temps de développer tout ça. C'était pour vous donner des exemples de ça. On passe aussi. Et puis, je vous donne un deuxième exemple. Alors, oui, ce deuxième exemple, simplement, ce n'est pas parce qu'ils sont... Alors, ils vont être familiers de la cité. Donc, les diapositives d'avant montraient qu'ils vont trouver plutôt un environnement assez familier, connu. Mais ça n'empêche pas, évidemment, de la distance sociale dans ces quartiers. Et ce que l'on voit très bien quand on interroge les populations qui sont arrivées, c'est que les trajectoires ne s'arrêtent pas là et qu'elles continuent après la rénovation. Et elles peuvent être très rapides et qu'elles sont liées à nouveau, cette fois, à des aspirations résidentielles liées à la mobilité sociale. Et que, bon, là, il y a beaucoup au Muro de générations d'enfants d'immigrés, deuxième génération d'enfants immigrés, qui ont encore leur famille qui habitent dans ces quartiers, qui viennent, mais qui, en même temps, se mettent à distance par l'école. Bon, je ne vais pas continuer parce que j'ai plus de temps, mais en fait, bon, on peut en travaillant sur les trajectoires, montrer des choses sur la cohabitation résidentielle et sur les manières dont les populations qui arrivent vivent la proximité spatiale avec des populations qui leur ressemblent ou qui sont différentes, et comment se reconstituent finalement des cohabitations qui ont un lien avec les trajectoires. Par exemple, les résidences privées, qui sont reconstruites finalement, on y retrouve des trajectoires très très proches socialement, très homogènes, et donc ça pose des questions par rapport à la mixité sociale. Je terminerai là-dessus, c'est que en fait, si on regarde les trajectoires résidentielles, lorsqu'il y a choix résidentiel, il est totalement à l'inverse de la mixité sociale. Bon, c'est un peu pêle-mêle et en vrac, mais... Merci beaucoup, Christine. Et effectivement, tu le disais au début, ton intervention elle se distingue des autres par la nature des méthodes que tu mets à l'œuvre. Mais l'idée, c'était aussi, nous, dans ce webinaire, de montrer différentes façons aussi d'appréhender ces mobilités-là. Donc, part du quantitatif, on l'a vu assez largement à travers les 3 premières présentations. Mais c'était aussi de montrer comment les approches qualitatives, complémentaires aux premières, peuvent permettre d'apporter des éléments peut-être plus fins, justement sur des questions plus sensibles autour du choix. Donc, Christine, tu l'as montré, du choix et de l'antériorité. Donc, ce que peuvent avoir ces décisions et ces expériences sur donc des rapports au quartier et donc sur la façon d'habiter son quartier. Christine, il y avait une question sur où est-ce qu'on peut retrouver tes travaux qui ont été faits, notamment ceux en lien avec, enfin autour en tout cas de l'ANRU et des relogements. Ce que je peux faire, c'est envoyer... Bon, il y a des rapports qui ont été publiés au PUCA sur les nouveaux arrivants. Et puis, il y a quelques articles. Après, il y a des rapports qui sont un peu anciens maintenant. Donc, les rapports les plus récents, je pense que c'est celui du PUCA qui est sur les nouveaux arrivants. Et puis des petites notes sur ce qu'on a fait sur les Mureaux. Mais bon, je ne sais pas, je pourrais envoyer... Ok. On transmettra quelques ressources des travaux de Christine dans le petit mail qu'on vous fera à la suite de ce webinaire. Peut-être un petit mot complémentaire sur la méthode, sur comment dire. Alors
tu l'as dit, déjà tu passes par les collectivités ou les bailleurs. Ensuite, voilà, tu peux peut-être préciser comment les conditions de l'entretien et puis peut-être les contraintes aussi en termes de temps et d'investissement aussi que ça peut engager. Et derrière, peut-être pour conclure sur ta présentation, qu'est-ce que tes études, en tout cas, qu'est-ce que permettent comment tes études peuvent être appropriées dans le cadre de l'action publique et comment elles permettent aussi d'éclairer l'action publique sur ces territoires-là, comment toi tu perçois aussi cette réutilisation, en tout cas le potentiel de réutilisation de tes travaux. Alors, oui, ça prend énormément de temps pour arriver à interroger finalement un panel de ménages. Pas forcément, enfin un petit panel de ménages, hein, mais ça, bon, tous ceux qui font des entretiens sont confrontés à ça. Moi, je trouve que la plus grande difficulté, c'est celle du suivi, en fait, si on voulait. C'est celle du suivi dans le temps, c'est-à-dire qu'on vient à un moment donné, on a la perception et l'expérience à un moment donné. Cette expérience et ce regard peuvent changer énormément au cours du temps. Et pour vraiment pouvoir apporter des éléments plus approfondis, il faudrait pouvoir suivre les ménages dans le temps, au moins sur un petit peu plus de temps que le simple déménagement lié à la rénovation urbaine. Alors, quand on revient 5 ans après, effectivement, on peut voir des ménages, mais là, les ménages qui vont partir des Mureaux, il faudrait pouvoir les suivre pour voir comment ils vivent leur relogement ailleurs, même quand c'est un choix résidentiel, hein, parce qu'ils vont dans des petites communes dans lesquelles il n'y a pas de transport. Enfin, c'est très étonnant. Enfin, c'est pas étonnant quand on regarde les motivations sociales, mais je veux dire, ils partent dans un endroit qui est beaucoup plus mal desservi. Donc, je ne sais pas comment leur vie quotidienne va s'organiser à partir de là. Donc, c'est plus en ces termes-là. Alors, je ne sais pas si ça répond tout à fait à la question sur la méthode. Hein. Sinon, c'est des entretiens en face à face qui durent entre 1 heure et 2 heures. Et puis, un traitement par... une grande partie des études ont été traitées par NVivo, qui est un logiciel qui permet de traiter du qualitatif. Donc, c'est de la retranscription. Voilà, c'est un coût et un temps très importants que ne sont pas forcément prêts, que les acteurs locaux ne sont pas forcément prêts à financer. C'est long, et puis ils ne voient pas toujours ce qu'ils vont pouvoir tirer de ces recherches. Mais si je reprends les recherches plus récentes, c'est quand même d'aller un peu à l'encontre de ce qui est beaucoup dit sur les populations qui arrivent, qui seraient pour certains des gentrifieurs qui arriveraient et qui n'auraient aucun contact avec la population. En fait, c'est beaucoup plus évidemment nuancé que cela. Et c'est cette dimension familiarité que je voulais évoquer, c'est pour ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui viennent avec quand même l'envie de participer à la vie du quartier et qui se retrouvent sans interlocuteur du côté des collectivités, en fait. Donc, autant dans le logement social, il y a tout un encadrement, autant les gens qui arrivent dans la propriété privée, notamment, et dans les nouveaux programmes, ils ont... alors, soit ils sont complètement à distance, ils font toute leur vie en dehors du quartier, hein, c'est aussi le cas soit ils veulent s'investir, et tout ce qui va être important, c'est vraiment la manière dont les villes vont accueillir ces ménages, la manière dont les actions vont être mises en place du côté de la politique de la ville, beaucoup plus que de l'ANRU, en fait, après. Et donc, les services, la gestion, tout ça va devenir extrêmement important si les acteurs publics veulent maintenir un tout petit peu de mixité sociale dans le quartier. Mixité sociale, voilà, relative.